Nous sommes réunis aujourd'hui pour le colloque Écologie de la création et l'engagement pour la Terre, organisé les 14 et 15 novembre à l'Université de Montpellier par l'équipe LAX, Langue, Littérature, Art et Culture des Suds, et la composante l'Asie, Littérature, Art et Société en Italie. Nous avons invité plusieurs philosophes, écrivains, artistes et cinéastes pour nous parler de la relation entre création artistique et écologie et défense de l'environnement, mais non seulement l'écologie de l'environnement, mais aussi l'écologie sociale et l'écologie du sujet. J'ai à côté de moi l'écrivaine, la romancière, écrivaine et poète Laura Pugno qui vient de Rome et qui a écrit un roman sur la fin, on pourrait dire, de l'humain et sur sa renaissance. Et je voulais lui poser la question, pour toi, dans quel sens tu as découvert d'avoir écrit un roman écologique? Bon, vraiment, je l'ai découvert quand la critique m'a proposé cette interprétation de Sirène. Ce n'était pas mon intention originelle d'écrire un roman philosophique, un conte philosophique ou bien un roman écologique au sens propre. Mais bien sûr, il y a un composant écologique, j'imagine, parce que c'est un roman qui a rencontré une certaine faveur à l'intérieur de l'éco-critique. Et alors, on me propose, on me relance une vision du roman qui, bien sûr, va dans cette direction. C'est un exemple où l'écriture littéraire, justement, peut être une sorte de stratégie de survie, comme a dit la philosophe Serenella Iovino, qui a été aussi invitée ici elle vient de l'Université de Turin. Et nous avons cruellement besoin de philosophes dans notre construction d'un avenir écologique pour imaginer un autre paradigme de pensée où l'humain n'est plus au centre du monde, mais où l'humain est surtout la communauté de vie avec l'écosystème qui doit vraiment devenir le centre d'intérêt et de nos préoccupations. Alors je donne la parole à Peter Caravetta de l'Université de Stony Brook, New York, qui est philosophe, écrivain et poète, et qui nous a fait aujourd'hui une communication très intéressante sur l'idée des code criticism en relation avec la pensée postmoderne. Je lui donne donc la parole. Dans quelle mesure la pensée postmoderne peut aller vers une construction, la construction d'une pensée écologique et quels sont justement les problèmes que tu as évoqués aujourd'hui. Je le répète en italien, donc in che modo il pensiero postmoderno può dare origine a un nuovo paradigma che va verso un pensiero ecocritico. La postmodernità ci ha insegnato che alcuni dei grandi capisaldi della modernità sono stati messi in crisi, per esempio l'idea dell'antropocentrismo, l'idea della storia, fine della storia, fine delle idee metafisiche come l'essere o come la predominanza della soggettività cartesiana. Il fatto che non ci sono più fondamenti a qualsiasi credenza o qualsiasi valore e di conseguenza da parte mia ho cercato di esplorare delle cose che magari prima venivano messe da parte, tipo per esempio il fatto che qualsiasi interpretazione è relativa a qualcos'altro. La cosiddetta assenza di fondamento metafisico vuol dire che magari dobbiamo cercare un altro tipo di fondazione più fluida, che se l'uomo non è più al centro dell'universo, comunque gli esseri umani ci sono e che bisogna adesso pensare in termini di una diversa armonia di quella metafisica, teologica o platonica, ma che sia più che altro un rapporto di inclusione, di collaborazione, ma non forte, per usare un termine di Gianni Vattimo, che sia un rapporto debole, più umile, comunque dove ci si può esprimere appunto creativamente, ma senza tante pretese di dover dominare o di dover controllare il soggetto, ego sum, ma noi siamo, viviamo dentro un ensemble che sia dove non c'è più la distinzione tra naturale
è culturale, ma che la natura partecipa a tutti i fatti della cultura, e la cultura, se andiamo a vedere, come abbiamo visto con gli artisti, con i pittori, con i poeti, il culturale si rifà sempre e si rinvigorisce, diventando più sensibile alle forze, diciamo, del cosmo, per metterlo in termini più grandi. Ma più che altro, secondo me, il postmoderno ci ha insegnato a essere un po' più umili, più di tutto, e quindi ci sono possibilità di ricostruire, di progettare, di autoprogettarci, diciamo, in una comunità che sia meno arrogante. Grazie Peter. E adesso voglio dare la parola, je voudrais donner la parole à Roberto Quarta, qui est réalisateur et lui-même est directeur et fondateur du Festival du film écologique en Italie, à côté de Lecce, à Nardò. Son œuvre est très importante, donc, parce qu'à travers le cinéma, les réalisateurs peuvent faire passer énormément de messages et éduquer, on pourrait dire, le public aux valeurs de l'écologie. Roberto Quarta a également institué un prix aux cinéastes pour l'engagement, et là aussi une action très significative pour encourager la création du film militant, du film écologique. Alors Roberto, quelles sont pour toi le valeurs che ce cinéma ecologique doit défendre? Quali sono i valori che questo film ecologico deve difendere? Beh, intanto la cosa più importante è l'impegno verso l'ambiente, ma soprattutto verso gli altri. Cioè uno che fa film ecologici dovrebbe tenere presente nell'ecologia anche i rapporti, le relazioni, le interazioni, lo staff, il rapporto che si ha con la troupe, la possibilità di costruire insieme. E in questo senso diventa un altro modo di fare film che è distante dall'idea che c'era prima del regista che governava e in qualche maniera comandava tutti. Quindi in questo senso il film ecologico è un film che nasce dal basso, non soltanto per impegni economici limitati, ma soprattutto per la possibilità di ascoltare tutti e di far partecipare tutti all'idea filmica. Grazie Roberto, merci. Nous avons également un autre invité, Colbert Akeoji de l'université de Jiang au Cameroun. Merci d'être venu à Montpellier. Colbert, tu nous as offert un regard croisé, on pourrait dire, entre les écrivains camerounais qui parlent du paysage africain, un paysage dévasté par le colonialisme réel et aussi le colonialisme qui est aussi économique. Et puis le regard des écrivains italiens qui parlent également du paysage africain, parfois en termes très très critiques également, par rapport à la présence occidentale en Afrique. Alors je voudrais que tu nous en dises quelques mots pour notre université. Merci Angela déjà de m'avoir offert l'occasion d'intervenir dans ce colloque, donc dont le thème, je dois dire, est d'une pertinence avérée et d'une actualité brûlante. Et je crois que mon intervention hier a porté sur le regard de la littérature, le mot de la littérature dans la crise environnementale, dans la crise climatique. Alors, mais là, effectivement, je me rappelle de l'intervention de Laura Pugno qui parlait que devient l'écrivain. Vous savez, la littérature, à chaque moment, est en quête permanente de son essence. Et donc, l'écrivain cherche à tout moment à questionner son rapport avec le monde et avec lui-même. Si la littérature ne fait pas ça, elle n'évolue pas. Et donc, je crois que c'est dans cette quête du rapport avec le monde actuel que, effectivement, se trouve l'intérêt
que la littérature porte à ces questions environnementales. Vous avez vu, il s'est agi de deux regards spatialement différents et éloignés. Mais malgré l'éloignement spatial, je prends le Cameroun et l'Italie, et malgré, effectivement, vous avez vu les romans italiens que j'ai utilisés, portés sur l'Afrique de l'Ouest, sur la Somalie, et ceux camerounais sur le territoire camerounais, ce sont des réalités africaines différentes. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a réalisé? Que les écrivains arrivent à un point de vue commun sur les questions environnementales. Ça veut dire que ce sont des questions universelles pour le moment. Ce sont des questions qui, effectivement, préoccupent. Et là, la littérature se connecte avec la réalité, se connecte à la réalité. Et comme je disais, effectivement, il y a un problème. Que peut-on dire, n'est-ce pas? Il y a un problème. Les écrivains, à la fin, que défendent-ils? Ils défendent un peu, ils s'alignent contre la créolisation de la culture, contre l'homogénéisation de la culture. Et puis, en étroite relation avec les visions de Ulf Hannes que j'ai évoquées, et nous savons tous pourquoi l'UNESCO a adopté la Déclaration universelle de la diversité culturelle en 2005, la diversité des vues peut sauver la planète. Ça veut dire la façon de voir différemment la nature. Est-ce que l'occidental, est-ce que l'asiatique, l'oriental, non, l'américain regarde la nature de la même façon? Alors les visions diverses, non, la diversité culturelle peut bien sauver la nature, dans ce sens que les conceptions différentes peuvent amener à des approches effectivement différentes dans la relation qui lie l'être humain à l'environnement. Merci. Merci. Merci Colbert. J'ai avec moi l'artiste, peintre et écrivain Luisella Carretta qui vient de Gênes. Luisella Carretta a parcouru le monde entier en faisant des œuvres et en faisant des performances qui ont pour objet justement le rapport à la nature. Elle a dessiné le vol des oiseaux, le vol des abeilles, le chemin suivi par les poissons, les dauphins, et s'est intéressée énormément à l'univers naturel à tel point que les musées de sciences l'ont invitée à exposer. Et aujourd'hui, elle nous a parlé justement de cette relation étroite à la nature. Dans cette relation, elle s'expose en premier plan, elle prend des risques, mais elle a trouvé la juste distance pour admirer cette nature qu'elle aime. Elle nous ramène à une question fondamentale. Pour la question écologique, il faut aimer, il faut s'intéresser, il faut aller vers le monde naturel, alors que nous sommes tout le temps plongés dans un monde artificiel. Alors je donne la parole à Luisella pour nous parler un peu de son processus créatif. Sì, il mio processo creativo è cominciato da lontano, ho cominciato a vedere delle disarmonie nell'uomo che erano molto preoccupanti, ancora molti anni fa. E allora lì ho cercato di recuperare quelle che potevano essere le armonie di movimento, in particolare in quel momento mi interessava il movimento, degli uomini nella città, la difficoltà quindi, e metterle in parallelo al movimento invece degli uccelli che si muovevano liberamente, senza ostacoli astratti, diciamo, senza ostacoli, non astratti ma costruiti. E lì ho scoperto pian piano tutta una serie di cose e questo interesse è andato avanti. All'inizio pensavo che potesse durare poco questo lavoro, invece è durato per anni e anni. E lì anche un'altra cosa forse che non ho detto prima, che una delle cose che ho imparato è stata quella che solo attraverso il tempo, il lungo tempo che potevo passare in certi posti e l'attesa, mi ha insegnato una disciplina importantissima, che è quella che tu sei
parte della natura, ma per essere parte della natura tu devi avere il rispetto massimo per entrare in questa parte della natura, e quindi l'attesa, la non reazione se reazione non c'è, non avere la rabbia nel non incontro, per esempio, e quindi tutto si svolge così, in modo fluido. E così sono andata avanti. Poi sono arrivate le performance, poi ho avuto voglia di scrivere, ho cominciato a scrivere, avevo molti diari fatti, e ho cominciato a scrivere perché secondo me ho capito che le cose che erano entrate in me, solo guardando i disegni, non potevano essere trasmesse. Ecco da dove è venuta fuori la scrittura. Grazie. Merci Luisella pour ce point de vue très intéressant que tu as pu donner aux enseignants mais aussi aux étudiants aujourd'hui. Et j'aimerais que Comasia Acquaro, qui est poète, écrivain, est ici invitée, elle vient de Tarente, et j'aimerais beaucoup qu'elle nous lise un poème dans lequel elle admire, on pourrait dire, elle célèbre, parce que plusieurs fois elle a célébré la nature dans ses poèmes, et j'aimerais qu'elle nous fasse goûter un peu à sa poésie. Non so, mi viene in mente una poesia in questo momento che ha a che fare sul discorso ecologico, sull'umanità più che altro. Tutti gli sbarchi che arrivano clandestini in Puglia, per esempio. Si chiama Mare Adriatico. E mi pare che è stata utilizzata pure in un film questa poesia. Gettate i monili d'oro, tintinnateli di notte sui pontili, dove sbarcano gommoni, uomini, coi volti strisciati nel sangue, le sguance sconfitte, stretti su relitti, lance, barche ubriache di speranze, sbriciolate all'acqua, senza spiccioli né tasche, fradici di pianto, sotto un manto, a Mare Adriatico. Grazie. Merci Comasia pour ta voix, ta parole vibrante qui nous fait vraiment revivre et ces moments dramatiques et le moment de l'écriture. Parce que Comasia a vraiment ce don de nous faire à chaque fois revivre la tension qu'elle vit, qu'elle ressent au moment même où le poème jaillit. Donc un colloque qui veut être aussi, ce colloque sur l'écologie et la création, un colloque qui voudrait être aussi l'inauguration d'une collaboration entre les artistes et les universités et qui va probablement aboutir à une exposition L'Art pour la Terre avec la Galleria, l'association Le Aree del Tempo de Gênes et à travers aussi un séminaire écologie de la création où de nombreux acteurs de l'écologie, qu'il s'agisse d'écrivains, de chercheurs ou d'artistes ou même de projets pratiques et de l'expérience écologique, séminaire à réaliser dans notre université. Voilà, merci.